Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Le 24 février 2022, l'armée russe envahissait l'Ukraine, provoquant un conflit en Europe, conflit qui ne semble malheureusement pas prêt de se terminer. À l'approche de ce triste anniversaire, nous vous proposons aujourd'hui de réfléchir à différentes questions qui concernent la guerre, malheureusement encore fort présente dans le monde. Comment prévenir le déclenchement d'une guerre et en cas de conflit, le droit international permet-il d'en limiter les effets ? Autre question, comment les chrétiens et l'Église catholique se positionnent-ils par rapport à la guerre et comment l'Église catholique fait-elle pour promouvoir concrètement la paix ? Évidemment, question qui se pose de façon particulière en Ukraine. Alors pour apporter des éléments de réponse à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Monseigneur Franco Coppola, qui est nonce apostolique près le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Excellence, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Avec nous également Jan de Volder, qui est notamment historien des religions, membre de la communauté Sant'Egidio, qui est d'ailleurs titulaire aussi d'une chaire particulière à la KU Leuven, une chaire consacrée à religion, conflit et paix. Jan de Volder, merci aussi d'être avec nous. Également sur ce plateau, Samuel Longuet, vous êtes docteur en sciences politiques, également expert en droit des conflits et membre du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, qui est notamment engagé aussi dans le désarmement et la prévention des conflits. Et enfin, avec nous, Sarah Verist, qui est responsable des animations de l'éducation permanente à Justice et Paix, une organisation catholique mondiale qui s'occupe donc également de promotion de la paix. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par un premier tour de table. Monseigneur Coppola, je commence avec vous. Quel regard l'Église catholique porte-t-elle aujourd'hui sur la guerre en Ukraine ? C'est une vraie tragédie parce que ça a causé, et on le voit bien, une déchirure dans la famille humaine, dans la famille européenne, dans la famille chrétienne. On le voit surtout à l'intérieur de l'Église orthodoxe. C'est une tragédie. On n'y pensait pas que c'était possible. Malheureusement, on est là et on essaye tout d'abord de prier, parce que c'est le Seigneur qui est le maître de cœur, mais surtout aussi d'œuvrer pour recomposer cette déchirure. Actuellement, il y a des dialogues aussi entre le pape François, notamment le patriarche Kirill, qu'on sait malheureusement impliqué un peu dans ce conflit. On ne peut pas dire qu'il y a des dialogues formels, mais on essaye de refaire les ponts qui ont été détruits. Jan de Volder, la communauté Sant'Egidio, dont vous faites partie, est-elle impliquée aujourd'hui concrètement dans la recherche de la paix en Ukraine ? Oui, tout d'abord, je dirais dans la solidarité avec les victimes, parce que Sant'Egidio a beaucoup de communautés en Ukraine même, donc composées d'hommes et de femmes ukrainiens, à Kiev, à Lviv, à Kharkiv et dans d'autres villes encore. Et bon, bien sûr, elles ont été très frappées et aussi dispersées, mais quand même, ils font un travail, je trouve, remarquable pour venir en aide aux plus démunis. Donc, même à Kiev, ils continuent à faire des maraudes parmi les sans-abri et tout ça. Je trouve ça assez exceptionnel. Donc on essaye de les aider le plus possible en envoyant de la nourriture, des camions et tout ça. Donc oui, c'est un grand travail. Puis la recherche de la paix... Vous précisez peut-être que votre communauté Sant'Egidio est impliquée souvent dans des médiations de conflits depuis pas mal d'années. Bien sûr, je dois préciser que c'est quand même surtout dans des conflits, je dirais, internes dans un pays. Donc dans des guerres civiles où on a fait parfois un peu jouer le rôle de médiateur. Ici, évidemment, on a un conflit avec toutes les grandes puissances impliquées. La Russie, mais quand même les États-Unis qui ne sont pas loin, l'Union européenne qui n'est pas loin, il y a la Chine qui regarde, il y a le monde entier qui regarde et qui est plus ou moins impliqué. Donc c'est évidemment une affaire des États et des organisations internationales, tout d'abord. Une communauté comme la nôtre, évidemment, comme on travaille beaucoup avec les églises,
le dialogue œcuménique peut jouer ce rôle-là, de maintenir le dialogue avec les différentes composantes de la réalité, je dirais, ecclésiale en Ukraine et en Russie, qui est extrêmement compliquée. Mais donc être en dialogue avec les différents acteurs, c'est quand même très important. Samuel Longuet, vous êtes notamment spécialisé en droit des conflits. Quelles sont un petit peu justement les règles en droit international en cas de conflit qui sont d'application ou qui devraient être en tout cas d'application? Alors en droit international, il y a deux grands corps de règles en fait, qui régissent ce qui devrait se passer en cas de guerre. Le premier, c'est ce qu'on appelle le droit de la paix et de la sécurité, qu'on appelle aussi droit contre la guerre, qui est en fait un droit qui est issu de la Charte des Nations Unies et qui interdit la guerre, sauf quelques très rares exceptions. Le deuxième, on l'appelle parfois droit de la guerre, parfois droit des conflits armés, parfois droit international humanitaire. Celui-là, il rentre en jeu si, dans le cas où le premier aurait échoué, donc s'il y a malgré tout un conflit, et pour en fait dire ce que peuvent ou ne peuvent pas faire les belligérants, les combattants, dans le cadre d'une guerre. Donc pour ce qui est du droit de la paix, les règles, elles sont finalement assez simples, c'est-à-dire qu'avoir recours à la force dans le cadre des relations internationales est interdit, sauf 3 exceptions. Si on intervient sur le territoire d'un État qui a donné son consentement à ce qu'on intervienne, par exemple pour aller combattre un groupe terroriste sur son territoire, voilà, un autre État peut venir l'aider avec son consentement. Le deuxième, c'est en cas de légitime défense. Si on est agressé par un autre État, on peut se défendre en employant évidemment la force militaire, soit aussi. Et enfin, la dernière, c'est le cas d'une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut, sous certaines circonstances, autoriser certains États à intervenir contre un autre État si on estime que celui-ci a commis des violations suffisamment graves du droit international et menace suffisamment la paix et la sécurité internationale pour qu'on en arrive à cette extrémité. Donc là, pour ce qui est du droit, c'est assez clair que l'agression russe ne peut être justifiée ni par le consentement de l'Ukraine, ni par une légitime défense contre une imaginaire pré-agression ukrainienne, ni par une autorisation du Conseil de sécurité. Donc là, c'est assez clair, la Russie a clairement violé le droit international. Pour ce qui est du droit des conflits armés, mon professeur à l'ULB avait pour coutume de dire que c'était 90% de bon sens et 10% de droit. C'est des règles qui paraîtront assez naturelles à beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on ne tire pas sur des biens ou des personnes civiles, on n'attaque pas des blessés une fois qu'ils sont mis hors de combat et qu'ils ne sont plus en état de se battre, on traite humainement ces prisonniers de guerre. Donc voilà le genre de règles qui sont dans ce corps de droit. Et pour ce qui est de leur application, elle est très variable selon les situations et selon les périodes du conflit qu'on a vu se développer depuis 10 mois. On pourra y revenir tout à l'heure. Pour terminer, d'abord notre tour de table. Sarah Verise, donc à Justice et Paix, vous menez des actions pour sensibiliser les citoyens, mais aussi d'ailleurs les politiques à la paix. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement aujourd'hui en tant que citoyens pour favoriser quelque part le retour de la paix en Ukraine? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc déjà le fait de ici en Europe avoir une vision claire de la paix. Donc là, ce ne serait pas par rapport forcément à la guerre en Ukraine, mais dans nos consommations, dans nos habitudes de vie, pouvoir justement favoriser, entretenir la démocratie par ici en consommant. Donc, par exemple, il y a énormément de minerais, de ressources naturelles qui se retrouvent dans nos habitudes de consommation qui ont des impacts sur certains conflits. Des ressources aussi que l'on consomme. Le fait de pouvoir par exemple manifester ou pouvoir faire entendre sa voix pour préserver les démocraties. Puis par rapport au conflit ukrainien, le fait de avoir une solidarité envers non seulement le peuple ukrainien, mais également aussi, il ne faut pas l'oublier, le peuple russe. Donc cette solidarité envers les peuples, promouvoir une culture de la paix, les espaces d'échange, les espaces de dialogue, et puis garder toujours un regard critique envers l'information, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a énormément d'informations qui est diffusée de manière générale maintenant sur les réseaux, encore plus en ce moment sur la guerre en Ukraine, et énormément de personnes n'ont pas forcément de regard critique par rapport à tout ce flot d'images, un peu de consommation malsaine d'images violentes, et de garder quand même un regard critique par rapport à tout ça. Voilà. Effectivement, la communication est un enjeu essentiel dans cette guerre. Monseigneur Coppola, donc, vous êtes nonce apostolique, vous avez d'ailleurs été aussi en poste dans des pays difficiles, on pense au Burundi, en République centrafricaine.
quelles actions est-ce que l'Église catholique, au niveau de sa diplomatie, peut mener pour aider à prévenir un conflit ou à rétablir la paix? Est-ce que, en tant que diplomate, dans l'Église catholique, vous avez une réelle influence sur une guerre? Question difficile. Question difficile. Jusqu'à quand sont les armes à parler, c'est très difficile d'aider les gens à avoir un regard objectif sur les choses. Et donc ce qu'on essaye tout d'abord, c'est d'essayer d'avoir un cessez-le-feu. Parce que jusqu'à quand il y a les armes qui parlent, c'est très difficile de se parler. Après, il faut, pour prévenir les guerres, justement, il faut avoir un regard un peu plus global. Cette guerre, c'est vrai, s'est déclenchée le 24 février par l'invasion de l'Ukraine. Mais peut-être qu'il y a eu d'autres actes, pas tellement de guerre explicite, qui se sont passés avant et qui sont en relation à cela. Il y a une attitude d'expansion de la part de l'Occident qui la Russie a perçue comme menaçante. Je ne dis pas que ce soit vraiment menaçant, mais la perception, c'était qu'elle était menaçante. Et peut-être on n'a pas pris en considération cela, juste à temps. Justement, la proposition officielle du Saint-Siège pour sortir de cette guerre, c'est d'imaginer une nouvelle encyclique, c'est-à-dire une nouvelle mise en une nouvelle réunion de tous les partis concernés, de tout le monde, de toutes les puissances, pour se rétablir cette confiance et ne plus se sentir à nouveau menacé. Parce que la guerre, ce n'est pas... souvent, c'est la réaction à une menace qu'on perçoit. Encore une question par rapport à ça. Monseigneur Coppola, est-ce que le Vatican, le Saint-Siège, a été sollicité par l'Ukraine ou la Russie, peut-être pour une médiation entre les parties en conflit? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, malheureusement, on entend encore une attitude qu'on va gagner. Jusqu'à quand l'attitude est on va gagner, il n'y a pas de possibilité de médiation. C'est seulement quand on se rend compte que personne ne va gagner qu'alors on doit se mettre autour d'une table pour régler le problème. Mais si on a l'espérance, l'espoir de gagner, alors... Samuel Longuet, comment vous réagissez à ça? Est-ce qu'effectivement, actuellement, les partis ne sont pas prêts à discuter? Est-ce qu'il y a effectivement peut-être un rôle aussi négatif de l'Occident, de manière générale, qui a pu susciter, ou en tout cas inciter Vladimir Poutine à déclencher cette guerre? C'est difficile de rentrer dans la tête de Vladimir Poutine. Ceci dit, si effectivement ce qui a déclenché la guerre en Ukraine, c'était une sorte de menace occidentale à laquelle la Russie comptait répondre, elle s'y est très mal prise pour ça, puisque depuis qu'elle a justement déclenché cette guerre, l'Ukraine n'a jamais été aussi proche de l'Union européenne et de l'OTAN. Et l'OTAN est même sur le point de s'agrandir en Finlande et en Suède. Donc, si le but c'était de limiter l'expansion de l'OTAN vers l'Est, le calcul de Poutine n'est pas vraiment réussi de ce point de vue-là. Je rejoins vos propos, c'est-à-dire que pour l'instant, ça devient très compliqué, ça reste très compliqué d'envisager une sortie de la guerre tant que chacun des deux camps est persuadé qu'il peut encore remporter la victoire. Alors ensuite, ça dépend comment on définit la victoire à la fois du point de vue des Ukrainiens et du point de vue des Russes, mais est en tout cas persuadé qu'il peut encore gagner quelque chose à continuer les combats, à continuer à se battre. Pour les Ukrainiens, le but il est assez clair, c'est-à-dire qu'ils l'ont exprimé maintes fois, ils veulent récupérer tout le territoire légal de l'Ukraine, y compris les républiques séparatistes du Donbass et y compris la Crimée.
Pour les Russes, c'est moins clair, mais on imagine de leur côté qu'ils essayent de sécuriser les 4 régions qu'ils ont illégalement annexées. Et donc voilà, pour l'instant, on est dans une situation où, après cette situation où le front s'est gelé pendant plusieurs mois en hiver, tout en continuant à être quand même très actif. C'est-à-dire que les lignes de front n'ont pas bougé, mais il y a eu des combats très rudes, beaucoup de destruction, beaucoup de morts pendant ces mois d'hiver. Chacune des deux parties au conflit se demande, en fait, et espère qu'avec le retour du printemps, il va y avoir une possibilité de repartir à l'offensive et donc d'avoir à nouveau des gains territoriaux. Donc tant que chacun des deux pense que c'est encore possible, aucun des deux n'a vraiment intérêt à négocier tant qu'ils pensent que par les armes, ils peuvent réussir à récupérer pour les Ukrainiens ce qui leur a été volé et pour les Russes, essayer d'agrandir encore leur conquête territoriale. Encore une question pour vous, Samuel Longuet. On l'a évoqué tout à l'heure par rapport aux règles du droit international qui sont finalement assez simples. Vous l'évoquiez déjà, elles ne sont pas respectées aujourd'hui sur le territoire ukrainien. Et qu'est-ce que la communauté internationale peut faire concrètement pour faire respecter ces règles de droit? Alors, elles sont partiellement respectées. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a eu des violations du droit des conflits armés. Il y a eu des bombardements qui ont été dirigés contre les infrastructures civiles ou des civils de la part des Russes. Il y a eu le massacre de Boutcha où on a découvert les cadavres de civils qui apparemment auraient été tués par les Russes également. Donc, il y a de claires violations du droit des conflits armés qui ont été commises. Il y a aussi eu des moments de respect de ce droit. On pense par exemple aux échanges de prisonniers de guerre qu'il y a eu entre Russie et Ukraine. Si il y a des prisonniers de guerre qui ont été échangés, c'est qu'ils ont été faits. Donc qu'on a à minima respecté ce statut de prisonnier de guerre et qu'on ne les a pas tués sitôt capturés. Il y a même des témoignages de certains anciens prisonniers russes qui disaient qu'ils avaient été traités très humainement lors de leur détention en Ukraine. Donc c'est difficile de donner on va dire un score de respect du droit international à un conflit ou à un autre. Ensuite, ce qu'on peut faire, du point de vue international, c'est un petit peu compliqué puisqu'il n'y a pas de gendarme international, il n'y a pas de police internationale qui peut faire l'ordre, même si certains pays ont voulu avoir ce rôle au cours de l'histoire. Ce qu'on peut faire, c'est prendre des sanctions contre la diplomatie d'abord, essayer autant que faire se peut de faire pression sur chaque membre de la communauté internationale pour qu'il respecte ses obligations. On peut avoir recours à des sanctions, comme ce que fait actuellement une bonne partie de l'Occident contre la Russie, donc pour essayer de la frapper économiquement pour qu'elle arrête son agression en Ukraine. Il y a des possibilités aussi de juridiciser ces différends en passant devant la Cour internationale de justice, voire pour ce qui est de punir les criminels de guerre. On a également une Cour pénale internationale dont c'est normalement le mandat. Le problème, c'est que dans les deux cas, il faut que les États aient accepté les compétences de ces cours, et ce n'est pas le cas de la Russie, ni pour la Cour internationale de justice. Dans le cas de l'Ukraine, elle ne voudrait pas qu'on en parle dans cette instance, et elle n'a pas accepté non plus la compétence de la Cour internationale pénale. Enfin, en dernier recours, le Conseil de sécurité des Nations Unies pourrait prendre des mesures, mais là encore, le problème est que la Russie a un droit de veto à ce Conseil, donc s'opposera évidemment à toute mesure qui pourrait lui nuire. Donc on voit bien que derrière ces règles de droit qui sont édictées, il y a quand même une capacité à les faire respecter qui va dépendre de qui les viole. C'est-à-dire que plus cet État est puissant ou allié à un État puissant, plus ça devient compliqué de prendre des mesures contre lui. C'est valable pour la Russie aujourd'hui, c'est également valable pour les États-Unis quand ils ont envahi de façon illégale l'Irak en 2003. Ça a été très compliqué de s'opposer à la première puissance mondiale, même quand elle commet un acte qui est manifestement illicite. Jan de Volder, vous voulez réagir? Oui, avec tout mon respect pour le droit international, mais ce n'est pas le droit qui va résoudre ce conflit. Bien sûr, le droit peut servir dans le meilleur des mondes, et il y a un effort de la communauté internationale depuis des dizaines d'années pour résoudre ces conflits dans un cadre, on va dire, de droit, hein, par exemple la haie, tout ça. Seulement qu'ici, on parle d'une grande puissance, donc ici, il faut de la diplomatie. Il faut de la diplomatie et donc de la politique en fait. Et il faut vraiment, et c'est aussi un peu notre rôle aussi, si on peut l'avoir, mais quand même d'insister auprès de ceux qui ont le pouvoir pour ne pas croire seulement à la logique de la guerre. Parce que vraiment, aujourd'hui, on est matraqué aussi en Occident par la propagande des guerres. Donc on le constate et on le critique du côté russe. Ça, on le sait qu'il y a une grande propagande de M. Poutine et tout ça, qu'il y a aussi une logique des guerres de ce côté-là. Mais il y a aussi une logique des guerres de notre côté, pour laquelle on est beaucoup moins sensible parce qu'on est vraiment indoctriné par ça. Alors, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, la vraie sagesse aujourd'hui, c'est quand même de trouver un accord.
de faire arrêter les armes, mais de trouver une négociation. Et qui n'est pas seulement sur l'Ukraine, mais comme aussi Monseigneur l'avait dit, je dirais aussi il faut une nouvelle architecture de la paix, hein, c'est la Helsinki dont on parlait, mais une nouvelle architecture de paix en Europe. Et ça, il y a vraiment urgence de le faire, parce que ce qu'on oublie en fait, c'est qu'une fois que la logique de la guerre est quelque chose d'infernal, hein, et on le voit parce qu'on envoie toujours plus d'armes en pensant qu'on va gagner. Hein. Mais alors, moi j'ai beaucoup étudié la Première Guerre mondiale et il y a beaucoup de choses qui me font penser à 1914. Hein. Et au début on pensait oui, ce sera une guerre courte, on va gagner, les Allemands et les autres. Finalement, c'est une guerre qui a duré 4 ans et qui a vraiment bousculé l'Europe et le monde et qui a créé des dégâts énormes aussi pour l'avenir. Et donc, il y a un intérêt pour tous. Donc, ce n'est pas une position pro-russe de plaider pour des négociations. C'est la partie de la paix, mais qui sert aussi au peuple ukrainien. Parce que le peuple ukrainien, aujourd'hui, il souffre énormément de cette guerre, de cette invasion, bien sûr, mais aussi de l'effort de guerre. Et on ne connaît pas le nombre de victimes, mais c'est énorme. Sarah Wery, c'est un peu dans le même sens. Est-ce que nos politiques ici, notamment en Belgique, en font suffisamment pour, je dirais, arriver à la paix en Ukraine de manière aussi plus générale? Je pense que c'est une question un peu délicate. Je ne sais pas si on peut dire qu'on en fait suffisamment ou non, étant donné que voilà, on est toujours en Belgique et pas là-bas. Mais ce que je pense qui est important, c'est de garder une certaine cohérence, en tout cas, par rapport à sa position dans le conflit. Alors, c'est un conflit dont on a énormément parlé quand il s'est déclenché. Maintenant, peut-être que voilà, il y a un certain essoufflement dans l'élan de solidarité. Donc, je pense qu'il faut être cohérent et avoir une certaine endurance aussi par rapport à ça, et aussi au niveau médiatique, tout ce qui se fait, de pouvoir mettre en lumière ce conflit, de pouvoir mettre en lumière ce qui se fait là-bas sans rentrer, comme je disais tout à l'heure, dans cette espèce de war porn, de flux, qu'on a, et essayer de garder un regard vraiment critique par rapport à la situation et d'être dans une solidarité par rapport à ça. Alors, pour la dernière partie de cette émission, je vous propose de revenir un petit peu sur le point de vue chrétien et catholique, notamment sur la guerre. Yann de Vold, vous êtes un peu théologien aussi, hein, et donc il y a un principe évidemment évangélique bien connu pour les chrétiens. Hein, si on te frappe sur la joue, tends l'autre joue. L'autre principe aussi dans les 10 commandements, tu ne tueras pas. Alors, en cas de guerre, est-ce que ça veut dire que les chrétiens doivent se laisser faire, entre guillemets ? C'est une question, évidemment, je trouve un peu théorique aussi, dans le sens que je pense que la prescription évangélique, elle vaut, mais elle vaut au niveau, je dirais, de la personne. Hein. Une personne, comme Jésus, sur la croix, peut choisir de ne pas se défendre, comme beaucoup de martyrs de nos jours, hein, qui, dans des situations atroces, qui choisissent de ne pas se défendre. Maintenant, pour un État, les choses se posent quand même un peu de manière différente. C'est-à-dire parce qu'il y a aussi un peu un devoir de défendre les faibles et de défendre aussi les siens, juste comme aussi la police, par exemple, armée, peut intervenir dans le cas d'une menace contre une personne. Donc, voilà, il ne faut pas raisonner de manière trop simpliste. Hein. Bien sûr, mais il y a quelque chose, à mon avis, de plus profond, ce que l'Église a appris le long des siècles, et surtout au XXe siècle, c'est-à-dire le grand mal qu'est la guerre elle-même. Donc, le vrai mal, ce n'est pas vraiment l'ennemi qu'on pense de devoir combattre ou contre lequel on se défend, mais le grand mal, c'est la guerre avec sa logique infernale. Et je pense que ça, c'est quelque chose que l'Église catholique a appris pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant d'autres conflits aussi. Et justement aujourd'hui, où la puissance de destruction des armes actuelles, et pensons aussi aux armes nucléaires, qui ne sont pas loin dans ce conflit, sont tellement énormes que l'Église catholique a quand même
pris ses distances de chaque acte de guerre. Oui, je sais, la guerre juste, elle fait encore partie du catéchisme. C'est quoi cette notion de guerre juste? Donc que la guerre serait autorisée dans certains cas? Oui, parce qu'évidemment, l'autodéfense, qui est quand même la base, on dirait, de la guerre juste comme dans le droit, reste quelque chose de permis moralement. Donc, mais ce n'est pas parce qu'on pourrait le défendre d'un certain point de vue, je dirais, moral, dans le cadre de la guerre juste. Parce que la guerre juste a aussi d'autres critères, et on l'oublie souvent. Par exemple, qu'on ne peut pas, avec la guerre, créer un mal qui est pire que le mal qu'on essaye de combattre. Et là, vraiment, je pense que l'Église a une sagesse et aussi une longue mémoire pour savoir que là, vraiment, on est dans une logique très, très dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, on pense encore, oui, on va combattre les Russes, on va les chasser de l'Ukraine, tout ça. Bon, on pense pouvoir gagner, comme on l'a dit. Mais quels désastres qui peuvent encore être un développement de ce conflit-ci, qui peut-être n'est que le début d'un conflit beaucoup plus grand. Donc je pense qu'on a tous les peuples du monde ont un intérêt à ce que cette guerre cesse le plus vite possible. Monseigneur Coppola, vous rejoignez Jan de Volder. Donc, quelle est la position, oui, de l'Église catholique par rapport à la guerre aujourd'hui, de manière générale? Oui, c'est insensé. Plusieurs fois, le pape l'a dit, c'est insensé. N'a pas de sens. Surtout aujourd'hui. Pour le passé, les armes avaient un pouvoir destructif limité. Maintenant, parfois, on oublie qu'on fait la guerre à une puissance qui a la possibilité, à un certain moment, de décider de détruire tout le monde. Et donc on joue avec le feu, comme on dit. Alors on arrive malheureusement déjà presque à la fin de cette émission. Jan de Volder, j'ai envie de vous poser une dernière question. Vous avez à peu près 1 minute pour y répondre. Est-ce que les religions aujourd'hui, de manière générale, on a parlé de l'Église catholique, est-ce que les religions sont suffisamment engagées dans la recherche de la paix dans le monde? Suffisamment, en fait, non, parce qu'il y a la guerre. Et est-ce qu'elles ont un rôle à jouer, en tout cas? Par exemple, on prépare avec d'autres mouvements de paix des manifestations, notamment à Bruxelles, le 26 février. Europe for Peace, aussi dans d'autres capitales, justement pour exiger les négociations qui sont vraiment dans l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas une position anti-ukrainienne, tout au contraire, c'est pour aider le peuple ukrainien, mais ce n'est pas une position pro-russe. Évidemment, l'acte qu'on a fait, c'est à condamner, mais il faut qu'on se mobilise, que le peuple se mobilise pour la paix. Et donc les religions gouvernants aussi sont un peu trop dans la logique de la guerre actuellement. Bien, un tout grand merci, messieurs, madame, d'avoir répondu à nos questions, évidemment, sur ce qui reste une actualité vraiment difficile. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour suivre cette émission. Si vous souhaitez la revoir, eh bien, rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre fidélité. À très bientôt.